La mémoire. Et si on vous la supprime aussi? Parce que la mémoire, c'est juste, puisque la mémoire fait 99%. Mais si on la supprime, si on la neutralise, on peut supprimer un programme d'un disque dur. Mais non, il n'y a pas de survie, ça c'est l'inconscient. Il nous reste le conscient dans ces cas-là, non? Le conscient, 1%. Dans un corps. Oui, il a plus d'informations qui lui arrivent. Dans un corps. Moi je dirais l'âme. Il reste le subconscient. L'énergie. Ça va rester une question ouverte. Ah oui, d'accord. Chacun a sa vérité. Quand on est dans le coma, il reste beaucoup des 5 sens. A priori, il perçoit quand même. Oui, mais a priori, on ne touche pas, on ne voit pas, on ne sent pas. Ils perçoivent des choses, ils perçoivent les gens qui leur parlent, ils ne sont pas totalement... Donc il y a le 6e sens en fait. Voilà, il n'y a pas que 5 sens. Peut-être 6, peut-être 7, peut-être 8, peut-être beaucoup d'autres. Et quand l'inconscient disparaît, je sais pas. Je demanderai dès que ça me sera arrivé. Mais c'est possible de faire l'inconscient? Ouais. Expérimente-le, tu nous en parleras. L'inconscient, oui, pas mal. Voilà, c'était des questions ouvertes, digressives. Nous reprenons. Alors, je vais mettre les 18. Clique derrière, sinon tu redémarres la vidéo du début. Ils ne savent pas On va pourquoi. commencer par l'agréable. On va repartir sur Ils ne savent même pas encore vraiment qui est la personne avec laquelle ils viennent. Qu'est-ce qui se passe? Tiens, Donc vous avez bien entendu, l'amour est le domaine où on est le plus assujetti aux automatismes inconscients. Il n'y a pas de domaine plus automatique que la relation amoureuse. C'est une situation banale, du vécu pour beaucoup d'entre nous. Le lendemain de la première nuit entre deux êtres humains. Des signaux électrochimiques sont échangés dans leur cerveau de manière inconsciente, à la recherche de réponses. L'amour est le domaine dans lequel nous sommes le plus assujettis aux automatismes de notre cerveau. Ils ont des papillons dans le ventre, mais ils ne savent pas pourquoi. Voilà. Cerveau entérique, ils ont des papillons dans le ventre. Ils n'ont pas du tout... Ils savent pas qu'ils font ça, mais ça les travaille. Ils sont pratiquement inconnus l'un pour l'autre encore. Ils n'ont pas appris à se découvrir. Mais voilà, c'est déjà là. Ils ne savent même pas encore vraiment qui est la personne avec laquelle ils viennent de se réveiller. Encore inconnu. On connaît un peu plus, hein. Les décisions que nous prenons ne sont pas guidées par des pensées conscientes. Et surtout pas les décisions importantes, comme par exemple le choix d'un partenaire. On dresse une liste de pour et de contre. Le contre, La liste des contre est très longue, et malgré cela, on décide de se lancer dans une relation avec telle ou telle personne. Voilà pourquoi je prétends que nous sommes gouvernés par notre inconscient. Ceci dit, il est pas mal aussi. pardon, Ceci dit, il est pas mal aussi. je sais pas, ça c'est des choses. Non, mais parce qu'on parlait de la nuisette, excusez-moi, mais la majorité de femmes, il est pas mal aussi. Vous choisissez après votre domaine d'attention. Vous dites que dans le comportement amoureux, c'est que des automatismes. Ah, c'est même pas moi qui le dis. Hein. Non, mais Je plagiat. pourtant, je veux dire, quand dans notre vie, on a eu plusieurs histoires, c'est pas les mêmes du tout. Les réactions sont pas les mêmes du tout. Alors, parce que déjà, heureusement qu'on apprend un petit peu, donc l'inconscient s'enrichit. Et puis, est-ce que c'est au fond pas toujours un peu les mêmes quand même? Est-ce qu'on n'a pas un petit peu tendance à recommencer
sa casquette de travers, qui a l'air d'un étudiant attardé. C'est un véritable génie dans son pays. C'est un New-Yorkais qui est installé à Sydney, en Australie, et qui mène des expériences en neurologie et un petit génie. Enfin, c'est vrai qu'il a l'air un peu attardé comme ça, avec sa casquette de travers. Alan Snyder. Et donc il nous dit que la conscience est un tour de passe-passe diplomatique, véritablement, que l'inconscient nous fait croire qu'on est encore pilote de notre avion. Là on est en pilotage automatique permanent. Mais comme il est diplomate, il nous envoie, une fois que la décision est prise, comme on en a vu tout à l'heure, l'illusion que nous prenons la décision. Et c'est pour ça que tellement nous prenons la décision, comme nous avons ça de non et ça de oui, on y va quand même, hein, normal. Parce qu'on est un peu baso quand même aussi. Dans le doute de ne rien avoir. Ne prenez ça à rien. Alors ça c'est autre chose, c'est la peur d'être seul. Après, non, c'est un tien vaut mieux que deux du Laura, non? C'est pas ça le problème? Ne rien avoir, on t'aime pas trop. C'est un choix personnel, mais guidé par la peur quand même. Ou le peur dessus. Ouais, Tarzan, il lâche pas une liane tant qu'il n'en a pas une autre. Quoi? Mais tout le monde n'a pas forcément l'âme d'un Tarzan non plus. Notre cerveau est fébrile. Il n'émane pas du corps. Ce sont les conséquences d'une excitation au niveau du cerveau que nous pouvons ainsi percevoir et qui peuvent influer sur nos décisions. C'est vexant de penser qu'au bout du compte, nous sommes des marionnettes entre les mains de notre inconscient. Et que quand nous changeons notre façon d'agir ou de penser, c'est uniquement parce que notre inconscient a décidé que nous devions penser ou agir autrement. Alors lui, il enfonce le clou, il va encore plus loin qu'Alan Snyder en Australie. Le gars de Brême, là, il nous dit carrément, même quand on change, c'est parce que l'inconscient nous y a poussé. Ah, mais dedans, au niveau des barbites, on est gâtés. Donc non seulement il confirme qu'on est des marionnettes de notre inconscient, mais lui il va plus loin. Voilà. Même la décision de changer de fonctionnement, en vue d'être plus conscient, est déjà décidée par l'inconscient. Est-ce que ça veut dire qu'on est programmé par l'inconscient? C'est Pinocchio. Et c'est pas que les bonnes solutions, de bonnes résolutions soient gênantes, qu'on soit guidé par l'inconscient. C'est pas si simple. Pas que du bon et du mauvais. C'est de l'automatisme. Et à toute règle, il y a des exceptions. C'est que du bon, c'est-à-dire. S'il n'y avait que du bon, ça serait parfait, ça serait pas mal à densité. Donc il y a forcément des dérèglements. Et des choses qui ne sont plus adaptées. Alors des choses qui étaient adaptées dans nos vies, dans les vies avant, quand il fallait survivre aux famines, aux dangers. Mais à aujourd'hui, on le voit particulièrement avec la nourriture, nos corps sont conçus pour accumuler la nourriture, pour faire face aux famines. Maintenant que nous vivons dans l'opulence, notre corps n'est plus tellement adapté. Notre corps il a été fait au fil des famines, où on accumulait dès qu'on pouvait comme un écureuil, pour pouvoir pendant des mois se passer une nourriture. Vous prenez ça et vous le foutez dans l'opulence, vous voyez les États-Unis, hein, comment on les suit. Le temps d'adaptation d'une espèce est plus long que le temps d'adaptation, enfin, de modification de l'extérieur. L'espèce s'adapte, mais avec un temps de retard. En attendant, au milieu, ils essuient les plâtres. Les cobayes. Quand on est indécis, quand on ne sait pas choisir, quand on fait le pour et le contre, et qu'on a... Avec quelle direction il faut prendre? Ça, c'est que l'inconscient, il décide pas assez. Ils ont perdu l'inconscient. Ah non, lui, il prend toujours une décision. Mais de temps en temps, il lâche un peu la bride, et c'est là qu'on se dit, et c'est pour ça que tout à l'heure, on verra, que si on était conscient de faire les courses, mais c'est des journées qu'il nous faudrait pas faire les courses. Parce qu'on se fait toujours en train de dire, je prends pas, alors je prends pour telle raison, je prends pas pour telle raison. Non, il faut qu'on aille vite. Il y a une nécessité de vitesse, de productivité, de rentabilité, qui correspond en plus bien à notre société. Donc on ne peut pas être en conscience. Il y a le poule.
Même ces pensées-là nous sont imposées par notre inconscient. Nous ignorons pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Si nos cerveaux rejouent des scènes de notre enfance, ou une publicité pour adoucissant, et tout cela alors que nous devrions être au travail depuis longtemps. Notre inconscient a souvent le dessus sur notre réflexion. Car réfléchir fatigue notre cerveau. Et voilà, vous avez un Cette élément, là. activité se limite donc à quelques cents. Réfléchir fatigue notre cerveau. Alors, au-delà de... Parce qu'on dormirait sans arrêt, quoi, si on tellement fatigue notre cerveau. Au-delà de la consommation oxygène-sucre et du volume du cerveau qu'il nous faudrait, 500 fois, vous avez entendu tout à l'heure, vous imaginez bien que c'est pas possible, en plus ça fatigue. On ne peut pas toujours être en conscience, c'est pas possible. Centre de calcul situé dans le cortex cérébral. Une couche très fine de tissu nerveux qui gaine notre cerveau comme un bonnet de bain un peu plissé. Notre intelligence consciente est principalement localisée dans la zone frontale de notre cerveau et ne peut pas gérer plus d'une pensée ou 5 unités d'information à la fois. Pas plus d'une pensée et 5 unités. Vous voyez, il n'y a pas que les hommes qui sont capables de faire quelque chose à la fois. Le cerveau humain, une pensée à la fois. Qu'est-ce qu'ils appellent 5 unités? Ça peut être des pixels, Les femmes, c'est plus que ça, quand même. des unités. Les femmes, c'est plus que ça. En conscience, Ça, c'est la mauvaise foi que j'utilise. on va pas rentrer dans le débat. Hein. On reste sur le cerveau. Donc vous voyez, très peu. C'est pas conçu pour travailler plus. Par rapport aux 200 000 de tout à l'heure de l'inconscient, les proportions sont démesurées. C'est dans le frontal. Ouais, plus proche des yeux d'ailleurs. Ah, plus proche des yeux, parce que d'après le dessin, ça veut dire très... Ouais, mais après, il y a un autre centre. Le centre de décision conscient est plutôt situé au-dessus de nos yeux, dans le cortex orbitofrontal. Mais il ne décide pas tout seul. Car une autre forme d'intelligence est à l'œuvre dans notre cerveau, en dessous du cortex cérébral, l'hippocampe, qui stocke toutes nos expériences. Dans le meilleur des cas, nous nous souvenons de façon consciente de bribes de souvenirs. Une bataille de pelochon, un moment de plaisir ou une crise d'étouffement. Or, ce dont nous nous souvenons détermine ce que nous faisons. Ce dont nous nous souvenons conditionne ce que nous faisons. On n'est pas sous contrôle par ça. Non, rassurez-vous. On parle pas du troisième œil, mec, quand il parlait de... Non, mais pas encore là. On est pas encore là. On va attaquer d'autres conférences. Reste pour terre à terre. Pour cette conférence. Ah, d'accord. Plusieurs centres de coordination jouent un rôle décisif en la matière. Le centre de la peur et de la panique, situé dans les noyaux amygdaliens, et ses adversaires, les centres du plaisir et de la récompense. Tous échappent à notre contrôle conscient, mais ils ont toujours le premier et le dernier mot. Ça échappe à notre contrôle conscient, mais ils ont toujours le dernier mot. Et ils disent après, tels des agents secrets dans les centres nerveux, ils analysent en permanence chaque signal extérieur. Les millions qu'on reçoit, avant même que nous en ayons conscience, ils nous traduisent le résultat par un sentiment. Voilà comment on a le résultat de l'opération de traitement. Mais on attend une idée, mais on a une sensation. Ouais, ce que je dis tout à l'heure. On attend une idée, on a une sensation. Enfin, du moins, le mental attend une idée. Lui, il aime bien les mots, les idées. Ça se manifeste autrement. Ce que tu appelles la sensation, ça peut être l'intuition? Non. Alors, l'intuition, il y a différentes manières de l'appréhender. Je ne parle pas du canal intuitif. L'intuition telle qu'il la définisse là, ça serait plus un apprentissage des expériences passées qui crée des automatismes. Et comme on a déjà rencontré des situations similaires, il y a des associations d'idées qui nous amènent au même processus. Mais ce n'est pas l'intuition dont on parle plus spirituellement. C'est une autre... pour ça, c'est pas le canal intuitif. Sous le même mot, on a différentes réalités. C'est l'expérience. Voilà.
similaires, ben, il applique le même procédé. Et la petite variation, ben, il n'en tient pas compte. Des fois, la variation, elle a son intérêt et elle est dégagée. C'est dans la nature de l'évolution de procéder par étapes. Le nouveau cerveau n'est pas arrivé tout d'un coup. L'ancien est toujours là, et même s'il paraît archaïque, il a encore beaucoup d'influence. Ah, il fait bien appel à l'évolution. Avant que le cerveau conscient soit vraiment développé, il y avait un cerveau primaire associé à l'inconscient. Le cerveau conscient, il s'est collé avec l'évolution. Donc il apprend petit à petit à vivre avec. Mais les mécanismes presque préhistoriques, on les a toujours. Le reptilien, le cerveau reptilien, il a son importance, même s'il n'est plus toujours adapté aux situations que nous affrontons à aujourd'hui. Le temps d'adaptation est toujours décalé par rapport aux événements. Il y a le temps, on l'a vu tout à l'heure pour le corps, qui fait ses réserves, ça marche pareil pour tout. Au niveau de l'évolution, comment ça va se passer? Parce que là, vous parlez, au début, on avait beaucoup, le cerveau primitif avait une place très importante. Là, il y a l'inconscient qui a sa place. Est-ce que ça veut dire que, imaginez qu'il y a une part plus importante du cerveau conscient? On va vers plus de conscience. C'est une nécessité. Même si on doit nous mettre des gros coups de pied au fond. Oui, mais vers plus de conscience, c'est d'un point de vue général. Oui, voilà, mais il y aura une manifestation dans la matière de toute façon, d'une manière ou d'une autre. Et là, au fur et à mesure, là, vous voyez, vous êtes en train de vous renseigner. Vous vous dites, vous n'auriez peut-être pas fait ça il y a 50 ans. Et pour vous, l'inconscient, bah oui, on en a vaguement parlé, machin. On est de plus en plus ouvert quand même à ces choses-là. On va chercher de plus en plus, on y est poussé. Parce que l'inconscient a décidé de nous faire évoluer. C'est lui qui a pris la décision, comme il vous l'a dit tout à l'heure. Vous changez votre manière de fonctionner progressivement parce que la décision a déjà été prise en amont. Alors c'est sûr qu'on a l'illusion qu'on change parce qu'on fait les efforts pour et qu'on a envie, mais cette envie, c'est qui la génère? C'est l'inconscient qui a pris la décision. Qu'il est temps de passer à une étape prochaine, suivante. C'est-à-dire que là, actuellement, l'inconscient anticipe, prévoit ce qui va se passer dans le futur. Ben, oui, et surtout qu'il est pas mal aidé par ce qu'on appelle l'inconscient collectif. Ouais. On va puiser. À chaque fois qu'on élabore un changement sur notre propre personne, Et après, il y a d'autres choses qui nous y poussent, mais là, on est plus dans le domaine énergétique. Ça donnera lieu aux conférences suivantes. Ça veut dire qu'on est tous connectés, collectif, comme vous disiez, donc ça veut dire qu'on est tous connectés et on évolue tous en même temps. Alors, en même temps, c'est des dimensions différentes. On évolue tous. Mais on évolue tous, ça c'est une certitude. De toute façon, on y est poussé. Puisque même la Terre est montée en fréquence. Donc, à un moment donné, nous, on est en décalage par rapport à notre Terre-mère. Voilà. On va pas ouvrir ce débat, parce qu'il est très vaste. On va besoin de cette conférence. Quand on parlait de cette conférence, là, vous abordez quelque chose, ça sera au courant d'une conférence qui est prévue. Il y a 3 autres de prévus derrière. D'accord, mais plus de ce thème-là. Là, on va dire que c'est plus terre à terre aujourd'hui. Oui, non, mais bien sûr, mais c'était pour savoir si c'était la deuxième à troisième. Eh ben, on va y aborder déjà, quand on va aborder la matière. Qu'est-ce que la matière? Comment fonctionne-t-elle? On va forcément aller dans la physique quantique. On l'abordera aussi sous forme des champs énergétiques et informationnels. C'est la 3e conférence. Et puis la dernière, c'est dualité en direction de l'unité. De fait, on l'aborde. Je pense que c'est les pilotes de chasse, leur instinct et tout, je passe. Alors on a loupé une phrase, ils disent à un moment donné, la conscience nie toujours les influences inconscientes. La conscience nie toujours. Donc consciemment vous dites non, c'est moi qui décide, c'est pas la conscience qui décide. Je suis copilote. Je ne suis pas en pilotage automatique. Comme vous voulez. C'est pas un problème. Mais on ne changera pas les choses pour autant. Excusez-moi, juste une question
mutations ne se font pas dans l'instant, comme une révolution. Ça reste mineur. D'ailleurs, vous parliez de la Révolution française, ça n'a été qu'un changement de propriétaire. Ah oui. Les bourgeois ont fait la base des normes. Mais les changements profonds sont dans la profondeur, dans la longueur, parfois à peine perceptibles. Et là, on est quand même en plein dedans. Avec tous ces mouvements qui se mettent en place aux quatre coins du monde, même s'ils ne sont pas encore reliés, ils le sont de manière invisible. Voilà. Mais quand vous avez des changements violents, la terre qui se gratte, bon, un tsunami, voilà. Mais le vrai changement, c'est tout ce qui a été avant. Ça, c'est encore la partie visible de l'iceberg. Mais la vraie cause de tout ça, elle est sous l'eau, dans l'invisible, dans l'inconscient. Je reviens à la conférence. Alors voilà, ah mince, je suis allé trop loin. Parce que là, on va aborder ce qu'on appelle l'effet d'amorçage. Des erreurs à chaque niveau. Nous avons du mal à nous rendre compte des erreurs inconscientes, car elles nous influencent à notre insu. L'une des plus grandes sources d'erreurs vient du fait que notre cerveau est programmé pour établir constamment des connexions, même là où il n'y en a pas. Établir des connexions même là où il n'y en a pas besoin. Des connexions intempestives. Et c'est ça qui pollue. Donc là, vous allez avoir un test, vous allez le faire, pour voir. C'est pour cette raison que vous comprenez ce documentaire. Parce que votre cerveau déduit de cette scène que Jack et Martha sont sortis du lit. Mais vous êtes loin de vous douter de tout ce que votre cerveau vous fait avaler. Alors, quels sont les 3 derniers chiffres de votre numéro de téléphone? Vous y pensez très fort. C'est bien les 3 derniers chiffres de votre numéro de téléphone. Peu importe. Vous êtes standardiste, c'est pas grave. Quand est-ce que Gengis Khan est né selon vous? 143. Comme vous êtes nombreux, on va lever le doigt. Hein. La première réponse, 78. La deuxième réponse, 843. On va se réfléchir. 843, qui dit mieux? À la une, à la deux. Bah, relevez, parce que j'ai pas vu si vous étiez en majorité. Est-ce que Gengis Khan est né en 843? Non. Oui. Bon, ça veut dire que vous êtes un peu moins de la moitié. Ben non, parce que j'ai pas le temps de compter les voix. Qui pense qu'il est né en 1162? Il y en a qui ont déjà compris l'effet d'amorçage. Et autrement, la dernière réponse, qui pense qu'il est né en 1354? Comment tu caches pas ton numéro de téléphone? Alors, c'était quoi l'intérêt de la vitesse? Bon, la majorité de ceux qui ont répondu, les autres c'était 3 ou 4 par-ci par-là, ils ont quand même donné 843. Et regardez la différence des chiffres. Qu'est-ce qu'il y a de spécial celui-là? Vous venez de comprendre l'effet d'amorçage. Votre cerveau est resté sur le souvenir résiduel des 3 derniers numéros de votre téléphone, les 3 derniers chiffres. Donc il a créé une connexion intempestive sur 3 chiffres. Donc instantanément il va vous envoyer sur cette réponse. Il est né quand finalement? Voilà, c'était juste pour illustrer ce qu'on appelle l'effet d'amorçage. Une mémoire résiduelle sur un aspect de la réponse. Vous étiez toujours sur 3 chiffres. Donc lui, il a créé le lien sur 3 chiffres. Vous avez répondu 843.
1743, votre cerveau vous a imposé un nombre à 3 chiffres parce que juste avant, vous avez donné les 3 derniers chiffres de votre numéro de téléphone. Les experts appellent ça l'effet d'amorçage, un phénomène auquel nous sommes soumis en permanence. Nous tombons amoureux de quelqu'un avec qui nous venons de vivre quelque chose de passionnant. Attendez là. On peut tomber amoureux suite à un événement. Passionnant, il me dit. Les moyens ne sont pas amoureux. Et vous voyez les séries là, ou les films où le couple ils finissent ensemble parce que ils ont vécu des aventures. Si s'étaient rencontrés sur le supermarché, probablement qu'ils se seraient passé. C'est leur aventure qui a créé l'émotion forte, qui a créé ce lien. Les deux individus finalement, c'est que le support. Effet d'amorçage. L'intensité du moment qu'on a vécu avec une personne conditionne le lien qu'on a avec elle. C'est détourné, c'est l'effet d'amorçage. Parce qu'il reste en nous l'intensité du moment qu'on a vécu. Au moins pendant le début. Après, en général, après le film il s'arrête, on ne sait pas ce qu'il devient. Et on dit bien, ils vécurent ensemble et ont beaucoup d'enfants, mais personne n'a été là pour vérifier. On n'a qu'à créer un moment. C'est pour ça que je choisis un amoureux, parce que je saute en parachute. Je suis amoureux. On est amoureux. Même s'il n'était pas si beau. Même s'il n'était pas beau. Moi, j'y crois pas. J'ai déjà sauté en parachute. Monsieur, même pas beau, je ne suis pas contente. Peut-être que l'intensité n'était pas suffisante. C'est ce qui est valable pour le... Il faut qu'on trouve leur adresse, vous allez leur écrire. C'est des comédiens par mois. Oui, eux, le couple, oui. Ce qui est valable pour le début est valable aussi pour l'arrêt du changement de l'intérieur. Si on reste sur les mauvaises idées, celles... Ah ben si, avec quelqu'un avec qui on est prêt à aller et tout, on vit quelque chose de très désagréable, c'est sûr que ça va pas jouer à notre avantage. Ça a été le début qui est tout. Toujours cet effet résiduel qui peine à partir. De manière détournée. Il faut le faire toute sa vie. Nous dépensons davantage d'argent lorsque juste avant une vente aux enchères, nous pensons à un chiffre élevé. Encore l'effet d'amorçage. Si on a un chiffre élevé qui reste en mémoire, on est prêt à enchérir le plus haut. Vous vous rendez compte jusqu'où ça va? Oh ben il y en a qui dépensent ce qu'ils n'ont pas. Et cet effet d'amorçage peut nous frapper jusque sous la douche. Nous avons découvert que plus une personne est seule, plus elle se douche ou prend des bains souvent, plus elle aime que l'eau soit bien chaude, et plus elle reste longtemps au contact de l'eau. Donc voilà, en résumé, si vous voulez faire des économies d'eau et des choses surtout, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Autrement, vous consommerez beaucoup de choses. Ce qui signifie que les personnes seules remplacent la chaleur sociale qui leur manque par la chaleur physique. Et ce phénomène a de multiples variantes. Ça peut être un bon feu de bois dans la cheminée, ou juste une boisson chaude. Regardez, À Yale, John Bark démontre le pouvoir de notre inconscient grâce à des études que l'on pourrait qualifier de ludiques. Il a ainsi découvert que nous trouvons les gens plus sympathiques quand nous faisons leur connaissance autour d'une boisson chaude. Voilà. Abandonnez les boissons froides. Vous aurez les meilleurs rapports sociaux avec une boisson chaude. Parce que la mémoire résiduelle de cette boisson, même quand elle n'y est plus, maintient une chaleur qui compense la chaleur humaine qu'on n'a pas forcément. Non, c'est ce qui m'en reste à faire. Ouais, mais par contre, il faut virer le café. Aphrodisiaque, le café chaud. Surtout qu'il y a une belle tasse. Et même en termes de négociation, bon, je vais passer un peu parce que c'est trop long, ils ont vu qu'une personne assise sur une chaise dure se montre plus âpre à la négociation. Donc, en cas de négociation, installez votre interlocuteur dans un fauteuil. Il sera plus moelleux, comme le fauteuil. Mais c'est normal ça.
Ça, c'est des techniques parfaitement applicables à la grande distribution. Quand les acheteurs viennent, au lieu de les démolir, on les... Manipulation, quoi. Ouais. Ah oui. Quand j'ai travaillé à Auchan en ouverture, ils avaient décidé de mettre la sono à tout berzingue. Et j'étais au rayon IFI, ça me dérangeait la sono. Du magasin me dérangeait dans le rayon IFI. Et je suis allé rouspéter plusieurs fois à la direction, on m'a dit de toute façon plus on abrutit les gens et plus ils achètent n'importe quoi. Voilà. Ça, vous découvrez par vous-même. Quand nous rattrapons une balle, la plupart d'entre nous ne savent pas ce qu'ils font. Nous nous contentons de ressentir la balle. Mal à nous écarter de nos habitudes. Bon, ça rentre trop dans le détail, ça je vous laisserai le découvrir par vous-même. Je vais passer à la suite. Encore Alan Snyder. Quand tout le monde accepte ce que... Alors, écoutez bien ça. Juste après ça, je vais commencer à parler. Mais parfois, une intuition peut aussi être mauvaise et conduire à l'échec. L'intuition, l'apprentissage. La créativité est un acte de rébellion. Il faut être subversif pour briser les règles et aller contre les conventions, n'est-ce pas? Déjà par définition. Quand tout... La création est un acte de rébellion. Autrement, ce n'est que de la reproduction. Vous comprenez l'intérêt d'être déformaté? Vous comprenez qu'il faut apprendre à désapprendre? Autrement, vous ne pouvez pas devenir créatif. Vous ne pouvez pas vous ouvrir à autre chose. Il sort du cadre. Et forcément, ça provoque une réaction. On aime ou on n'aime pas. On ne peut pas être neutre. Si la réaction c'est la neutralité, c'est que c'est accepté. Ce n'est pas de la création. Pour rester ouvert, on retrouve le déformatage. Heureux les simples d'esprit. On dit bien que pour bien créer, il faut être un peu fou. Pourquoi il a été dit laissez venir à moi des enfants? Ils sont encore formatés. Ils sont ouverts. Là, il va vous le dire. Tout le monde accepte ce que vous faites, alors vous n'êtes pas un précurseur. Vous vous contentez de reproduire des anciens modèles. Moi, si tout le monde était d'accord avec mes travaux scientifiques, je me sentirais à côté de la plaque. Je ferais mieux d'aller à la plage plutôt qu'au labo. Vous comprenez pourquoi il a ce look aussi provocateur. Il s'affiche très nettement en création. Comment il s'appelle? Alan Snyder. Snyder. S-N-Y-D-E-R. Je vais passer ici le suivant. Donc le dernier. La grande moyenne des personnes testées s'est montrée bien plus créative après 5 minutes de ce traitement. Donc là, on est dans son laboratoire. C'est une des expériences qu'il mène à la Sydney. Donc là, c'est de la résolution de problématiques. Et donc, on s'aperçoit que le cerveau recrée des schémas jusqu'au moment où il est bloqué. Parce qu'avant, il avait l'expertise pour trouver la solution, et dès que ça sort du cadre, terminé, tout le monde descend. Comme il est dans le formatage, il reste dans son formatage, la solution étant à l'extérieur de la zone de confort, il n'y a pas accès. L'accès d'expérience, c'est ce qu'il arrive à trouver, avec les capteurs en plus
cerveau qui sont activés. Je pense que dans 20 ans, qu'il soit pharmaceutique, électromagnétique ou d'une autre nature encore, nous disposerons d'un mécanisme artificiel qui nous permettra de voir le monde d'un œil neuf. Et ce sera merveilleux, sur tous les plans. Pas seulement pour le progrès scientifique ou pour écrire des poèmes, mais pour se défaire des préjugés de toutes sortes. Vous vous rendez compte jusqu'à quel point soit il est visionnaire, soit il est fou, c'est à chacun de voir. Voir les choses telles qu'elles sont par un autre biais. Et il parle bien de se débarrasser des préjugés. Parce que la fonction des préjugés, c'est des pré-processus. Mais qui dit pré-processus dit œillère. Il nous fait échapper tout ce qui est à côté. Donc les préjugés ont eu une fonction, ils ont été utiles pour aller vite. Mais dans certains cas qu'on rencontre de plus en plus, maintenant ils nous limitent. Il va devoir falloir passer outre. Et il en est de même pour les routines inconscientes, les mécanismes inconscients. C'est le même système que les préjugés. La fonction, c'était d'aller vite, vite au but, productivité. Tant pis si on en laisse la moitié sur la route. Là maintenant, lui il ouvre en disant voilà, à un moment donné, dans quelques années, on aura la possibilité, par un biais ou un autre qu'il ignore, là c'est son aspect créatif qui lui fait évoquer ça, la possibilité de voir les choses telles qu'elles sont. Hors préjugés, hors jugement, hors coloration personnelle, donc on sera plus ouvert. De toute façon, on n'a jamais connu de changement dans la tranquillité. Ça n'a pas été encore créé. Ça me vient en tête, mais la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Imaginez un peu, on pourrait voir chaque personne telle qu'elle est vraiment. Pour survivre dans un monde complexe, nous avons besoin de préjugés, de routines. Comme un GPS interne, des systèmes de filtres inconscients nous guident à travers le chaos du quotidien moderne. Voilà, là, il vient de vous expliquer pourquoi ça a été utile jusqu'à présent. Dans un monde de chaos, dans un monde où il y a beaucoup d'informations quasi ingérables, on a eu besoin de ces filtres inconscients. De plus en plus, nous avons la capacité, et nous allons l'avoir, d'aller au-delà. Et lorsque nous tombons amoureux, notre cerveau met tout en œuvre pour nous empêcher de voir l'autre tel qu'il est. Quand on tombe amoureux, il nous explique bien que les mécanismes et les transmetteurs neurochimiques sont là pour nous empêcher de voir l'autre tel qu'il est. C'est quoi la définition de l'amour ? Moi, il me semblait que l'amour, c'était aimer de l'autre tel qu'il est. Donc l'état amoureux est aux antipodes de l'amour, puisque c'est un état de drogué. Drogué par des hormones. On ne peut pas être plus loin de l'amour, concrètement. On est sous picouse interne. Alors ça peut être des hormones naturelles, n'empêche que c'est un effet de drogué, qui crée une dépendance, qui rend aveugle et qui stresse le système. Et quand on tombe jamais amoureux Moi, on évite le stress, l'aveuglement, et l'électroménager, et la dépendance. Finalement, c'est un avantage. Non, c'est pas sûr. Alors c'est vrai qu'on passe à côté de l'effet agréable de l'état amoureux. Mais l'évolution est basée sur le manque. Après, c'est un peu l'histoire du petit prince. S'il n'adopte pas, il ne sait pas ce que c'est. Voilà, c'est le pour le corps. Alors comme toute drogue, le corps finit par s'y habituer. Il met du temps, plusieurs semaines, plusieurs mois. Et c'est là que tout se joue. C'est où l'ocytocine, l'hormone de l'attachement, a pris le relais, et ça continue. Ou alors game over, shoot again. On remet ça. Voilà pour quelques mois, une relation
voit l'autre tel qu'il est, et qu'on n'a aucun amour pour lui, mon Dieu, quelle horreur, qu'est-ce que j'ai fait là? Sauf si l'ocytocine, l'hormone de l'attachement, a pris le relais, parce que c'est l'hormone de l'empathie et du sacrifice personnel. Et ça engage sur une relation plus longue durée. Donc il faut avoir le goût du sacrifice personnel pour c'est une manière de donner. Adopter l'autre tel qu'il est. De toute façon, on fait toujours un sacrifice, puisqu'on fait le sacrifice d'une partie de notre liberté. Donc déjà là, mais on le fait consciemment en... Si on ne peut pas le faire, ben ça s'arrête. Si tout est hormonal, etc., ça sert à quoi de faire des efforts dans une relation? Faut retenir. Non, mais bon. Ouais, je sais pas. C'est pour ça que s'il n'y a pas l'ocytocine, les efforts sont horribles. Et on ne peut pas les encaisser. On ne peut pas les continuer. On arrête. Tu dis, ça cause des hormones. Par contre, quand on est dans l'état de don, bah, l'effort, on le sent plus pareil. Ça fatigue, hein, l'état de don. Après, c'est définition de chacun. Là, on est hormonal, là. C'est très chimique, très basique, très... Voilà. Rien de glamour là-dedans. Donc, il faut maintenir le mystère. Chacun fait comme il veut, chacun a sa recette, chacun fait comme il veut. Voilà. Justement, chacun n'a pas sa recette. Là, c'est pareil, où vous prenez conscience des enjeux électrochimiques en vous et chez l'autre, ou vous vous oubliez, tout simplement, et on continue la musique. Pilule rouge ou pilule verte, choix de chacun. Ah non, prendre les deux en même temps, ou la rouge ou la bleue. Où on prend conscience et on a du recul et du discernement, ou ben on continue comme avant. Ça, c'est un choix personnel. Phase de la relation, nous sommes comme en état de manque lorsque l'être aimé est absent. Étonnamment, l'hypothalamus et la thyroïde réduisent la production de cette hormone sexuelle mâle chez les hommes amoureux, alors que les femmes amoureuses en produisent davantage. Et vous vous souvenez, tout à l'heure, ils ont bien dit, on tombe amoureux le plus souvent de celui qui nous ressemble le plus. Et bien même au niveau hormonal, ils nous expliquent que la testostérone, les hommes amoureux en produisent de moins en moins, alors que les femmes amoureuses en produisent de plus en plus. Réajustement, mimétisme hormonal. Ça va jusque-là. Et la mienne, elle m'aime beaucoup alors. Toi, t'es devenu barbu. Il y a la testostérone qui remonte. Nos cerveaux ne s'habituent que lentement à cette ronde hormonale. La drogue fait donc effet plusieurs semaines, voire des mois. On est comme scotché l'un à l'autre. Pendant cette phase, nous assurerions très certainement notre descendance, si les cerveaux humains n'avaient pas inventé la contraception. Au bout de 6 à 9 mois, l'effet d'ivresse commence à s'estomper. Mais si tout va bien, nous sommes déjà sous ocytocine, une hormone qui favorise le sentiment d'attachement. Elle est également sécrétée par la glande thyroïde pendant l'orgasme, et aussi chez les femmes qui allaitent. L'ocytocine ne génère pas de stress, mais l'empathie et le sens du sacrifice. Elle nous pousse donc inconsciemment vers une relation durable, même si notre conscience rejette catégoriquement ce genre d'idée. Et oui, la conscience rejette encore le fait qu'elle est sous influence. Il n'y a rien à faire. Elle ne peut pas accepter. Parce que ça la rend quasiment inutile. Comment voulez-vous qu'elle accepte? Je vais comprendre. Je ne me rappelle plus, la thyroïde, elle agit où là? Thyroïde, alors attendez, je ne me trompe pas. C'est pour l'ocytocine. Ah, c'est elle. L'hormone d'attachement. Qui permet de supporter l'effort du sacrifice, de rendre ça plus agréable par l'empathie. Il suffit d'en prendre, hein. Vous avez
voilà, qui soit complémentaire et la un procréation. système immunitaire le plus riche possible. Donc là on cherche l'inverse de soi. De toute façon, dans le cerveau reptilien, même si on ne veut plus d'enfants, les mécanismes en vue de la reproduction sont là. Donc le choix d'un partenaire, pourquoi une femme cherche toujours un partenaire quand même fort, protecteur, c'est quand même lié à sa éventuelle descendance, même si elle ne veut plus d'enfants. Elle est quand même conditionnée par ça, et c'est même pas une question d'âge. Même après la ménopause, elle continue par être conditionnée pour la procréation. C'est vrai qu'on dirait, mais ça sert à quoi? Ben, c'est comme ça. Ça vient du conditionnement reptilien. Parce que ça a eu sa fonction il y a longtemps. Tout a servi à un moment ou à un autre. Même si aujourd'hui ça nous dessert un peu. Mais tout a été utile. La nature ne crée pas pour le plaisir. Elle crée l'adaptation. Mais on passe par des phases transitoires où c'est un peu pesant. Même notre barbichette qui nous gonfle de raser tout le temps, elle a eu ses fonctions dans des temps ancestraux. Ça sert à quoi?